Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de NXT Battleground, la review du pay-per-view qui, je vous avoue, a été mais 1 milliard de fois mieux que Night of Champions. Je peux vous dire pourtant, Night of Champions a été diffusé de 19h à 22h, donc j'étais vraiment en pleine forme. Je me suis ennuyé sur une moitié des matchs. Là, Battleground, je l'ai regardé en direct également, donc ça veut dire de 2h à 5h du matin. Donc j'étais clairement lessivé parce qu'en plus j'avais passé ma journée à aller à une reconstitution du 18e siècle, donc j'ai pas mal bougé, j'ai beaucoup marché, j'ai été voir des amis, tout ça. En plus j'ai pas forcément fait de sieste avant de regarder des Battlegrounds, donc je peux vous dire que sur les derniers matchs hein, j'étais complètement crevé, et pourtant, même dans cet état de fatigue extrême, eh ben j'ai passé clairement un meilleur moment devant Battleground que devant Night of Champions. Il y a quand même un match que j'ai pas aimé à Battleground, après le reste ça va, j'ai trouvé que c'était vraiment cool, et je vais revenir sur tous les matchs un par un comme d'habitude. On commence avec l'opener, donc l'opener qui a été mon match préféré, et aussi sûrement parce que c'était celui où j'étais le encore plutôt bien éveillé, parce que 2h du matin c'est à peu près l'heure à laquelle je me couche habituellement, donc bon j'étais encore plutôt bien à cette heure-là. Wesley contre Tyler Bate contre Joe Gacy pour le titre nord-américain. Alors j'avais tenté un pronostic de dingue, hein, qui je savais qu'il y avait très peu de chances que ça fonctionne et ça n'a pas fonctionné, hein. J'avais pronostiqué une victoire de Joe Gacy de manière opportuniste, avec Wesley qui pourrait heel turn sur son ancien ami Tyler Bate. Bon, rien de tout ça ne s'est passé, je m'y attendais, hein, voilà, j'ai voulu tenter un peu comme Sturi qui a tenté un, un prono de dingue hein, de Mustafa Ali qui pouvait battre Gunter alors qu'on savait tous que c'était impossible. Bon, là dans ce match, on savait tous que c'était impossible que quelqu'un batte Wesley, mais j'ai quand même tenté le coup aussi, un petit pronostic, voilà, de taré. Mais bon, en tout cas, le match était vraiment excellent. Voilà, j'ai mis quelques petits détails, hein. Dès le début, Tyler refuse de vraiment aider Wesley. Bon, il va quand même le faire, mais plus parce que lui aussi, Joe Gacy va le saouler plus qu'autre chose, mais pas vraiment pour faire équipe avec Wesley. Donc ça, c'est important de le noter. On a une sorte de power bomb de Wesley sur Joe Gacy qui va envoyer Tyler Bate en souplex, c'était génial. Tyler Bate qui réussit à tourner en rond avec Joe Gacy sur les épaules et en tenant Wesley par les jambes. Donc pour ceux qui se souviennent de Cesaro, hein, c'est un peu ce truc que faisait Cesaro. Donc là il tient vraiment les deux hein, sur les épaules. Hein. Bon après tu vois bien que Wesley est en train de contracter les abdos pour que ce soit plus simple et tout, mais ça reste quand même impressionnant. On a un petit enchaînement de Tyler Bate qui fait un surpassement à Wesley que Joe Gacy rattrape en l'air en lui mettant une powerbomb, il le relève, il le balance sur Tyler Bate. Bref, les enchaînements comme ça, c'est un truc que je kiffe et qu'il n'y a pas tant de ça dans le roster principal. Si vous regardez dans le roster principal, il y a rarement, parce que je dis pas qu'il n'y en a pas, on a vu l'enchaînement Stunner Spear du côté de Roman Reigns, Kevin Owens, qui est absolument génial à Night of Champions. Mais c'est quand même assez rare, je trouve, dans les PLE de Raw et SmackDown. Je vois rarement ce genre de choses. Alors que là, à NXT, notamment à Battleground, on en a bouffé des enchaînements comme ça. C'était absolument incroyable. Bref. Un peu plus tard, on a Joe Gacy et Tyler Bate qui se foutent une double close line. En plus, ils font tous les deux un peu la même chose, là, de se foutre dans les cordes et revenir sur une close line. Donc, ils se le foutent tous les deux en même temps. Tandis que Wesley ensuite va arriver en double super kick. C'était plutôt intéressant. Ensuite, on a une esquive de Joe Gacy de la troisième corde. Pareil, ça c'était beau. Parce que tu te dis, mais Gacy, pourquoi tu restes assis dans le coin comme ça? Et là, t'as Wesley qui lui fonce dessus, puis Gacy, hop là, qui s'écarte. Et du coup, bah, Wesley, il atterrit sur Tyler Bate quand même à l'extérieur du ring. C'était vraiment trop cool. On a quand même eu un moment, j'y ai cru, enfin presque, mais pas non plus à 100%.
Mais on a quand même un moment où Joe Gacy va tenter un tombé en traite, sauf que je crois que c'est Tyler Bate qui lui, il a voulu envoyer à l'extérieur du ring, mais qui n'est pas tombé à l'extérieur. Et du coup, sa tentative de coup opportuniste n'a pas fonctionné. Bref, le match se termine sur le cardiac kick pendant que Joe Gacy tentait son finisher. C'était génial, c'est génial. Mon commentaire, j'ai mis j'aurais tenté. Voilà, j'ai tenté de le prono pour Joe Gacy. Voilà, je me suis dit avec un truc. En fait, les matchs à plusieurs comme ça, c'est toujours le bon moyen d'enlever le titre de quelqu'un de hyper fort. Et Wesley, franchement, il est hyper fort. Il est indétrônable depuis qu'il a remporté le titre. Je sais plus à quel événement il a gagné le titre, mais ça fait déjà un petit moment maintenant. Et c'est vrai qu'il est indétrônable. Et les matchs à plusieurs comme ça, c'est le meilleur moyen de détrôner un champion sans que le champion prenne le pin ou quoi que ce soit. Et, euh, et voilà, du coup j'aurais tenté. Du coup ma note pour ce match est de 4,5 sur 5. Parce que vraiment j'ai kiffé le match. Après, ce qui fait que j'enlève 0,5 pour moi, c'est qu'il est un peu moins impressionnant que celui de Stand and Deliver qui était vraiment masterclass, hein. Le match de Stand and Deliver, franchement, c'est un de mes matchs préférés de l'année pour l'instant. Tandis que, bon, là, c'était un peu moins. C'est pas que c'était moins bon, mais je veux dire, à côté du match de Stand and Deliver où ils étaient 5, où ils s'en mettaient plein la gueule et tout, déjà là, il y a un peu moins. J'aurais pas de star power parce que c'est quand même trois gros noms, mais je veux dire, avant on avait quand même du Dragunov, du McDonough, Dragon Lee, il y avait Axiom, enfin il y avait beaucoup plus de spots impressionnants que dans celui-ci. On a eu beaucoup de choses hyper intéressantes, j'ai kiffé, hein. Encore une fois, un 4,5 sur 5, c'est incroyable, hein, c'est une des meilleures notes. Enfin, du coup, moi, c'est ma meilleure note du match. Mais je veux dire, dans l'échelle des notes, c'est clairement une des meilleures, quoi. Par 4,75 et 5, voilà, il n'y a que ça au-dessus. Mais, voilà, je veux dire, je me sens obligé, en fait, comme c'est un match à plusieurs, je me sens un peu obligé de faire le parallèle avec le Fatal 5-Way de Stand and Deliver que j'ai adoré. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, celui-ci, il est un tout petit peu en dessous, hein, vraiment un tout petit peu, parce que ce match est clairement incroyable, et comme quasiment tous les matchs, dès que Wesley est dans un match, c'est juste une tuerie, ce gars, il est vraiment incroyable, et il mérite clairement son règne nord-américain qui est absolument génial. On passe donc au second match, donc match entre Dragon Lee accompagné de Nathan Fraser et Noam Dar, donc qui sera accompagné de Oro Mensah un peu plus tard pour l'Heritage Cup de NXT. Alors mon pronostic c'était Noam Dar. Dans le sens c'est que déjà de 1 il est plus expérimenté sur ce genre de match ayant gagné la coupe, hein, étant le dernier champion de la coupe, et je crois qu'il l'a gagné deux fois la coupe si je dis pas de bêtises par rapport aux vignettes qu'on avait eues sur l'épisode de NXT. Et à côté de ça, ben, encore une fois, j'adore Dragon Lee, il nous fait des trucs de dingue, mais c'est vrai que pour moi, c'est plus logique que la coupe reste parmi des gens qui ont fait l'histoire de NXT. Voilà, donc là, Dragon Lee, il commence beaucoup à marquer NXT, donc qu'il puisse l'emporter, c'est un fait, hein. Il a clairement ce qu'il faut pour l'emporter. Mais c'est vrai que quand on parle d'héritage, bah, t'as ce côté où voilà, tu te dis, t'as envie que ce soit des NXT guys qui aient la coupe. Voilà. Et même si Dragon Lee l'aurait gagné, en tout cas, ça aurait pas changé ma note qui est excellente. Alors, je vais commencer par mes commentaires, parce que dans les commentaires, j'ai mis les règles du match, hein. Voilà, bon, qui est un peu les mêmes que j'avais trouvé comment ça s'appelle, pendant les pronos, mais au moins cette fois c'est sûr puisque ça a été annoncé enfin entre ou avant l'entrée d'un des deux catcheurs. Bref, du coup il y a 6 rounds de 3 minutes, donc avec 20 secondes de pause entre chaque round pour reprendre un peu ses esprits. C'est un 2 out of 3 falls avec pin, soumission, on compte à l'extérieur. Donc le principe c'est le premier arrivé à deux tombées ou à deux soumissions, deux comptes à l'extérieur ou un tombé, une soumission, enfin bref, hein, on peut tout mixer, mais dans le cas le premier qui marque 2 points
remporte le match. Donc techniquement, dès le round 2, tu peux gagner un match, puisque chaque point marqué arrête le round. C'est-à-dire que le round il dure 3 minutes. Si au bout d'une minute 50, tu réussis un tombé ou un compte à l'extérieur ou quoi que ce soit, hop, euh, bah du coup ça arrête le round. Du coup, celui qui a le plus de points à la fin des 6 rounds gagne le match si il n'a pas rempli le 2 out of 3 force. Parce que imaginons que les deux adversaires restent à 0-0 jusqu'au sixième round et qu'au sixième round, un des deux réussit une soumission ou un tombé ou quoi que ce soit, qui marque un point, du coup ça fait 1-0. Du coup, le 2 out of 3 force n'est pas respecté, mais comme l'un des deux catcheurs aura marqué un point et l'autre non, et bah du coup il l'emporte parce qu'il aura mis plus de points. Bref, bon, c'est la règle un peu la moins importante, hein. Franchement celle-là on peut la laisser de côté. Et surtout, une chose importante, c'est qu'une disqualification ou un KO met fin direct au match. Voilà, tu dois rester dans les règles, tu ne peux pas faire autre chose. Alors le résumé, je vais revenir au round par round, du coup du premier au cinquième, parce que oui, même si normalement c'est en 6 rounds, du coup un des deux catcheurs aura marqué 2 points avant le sixième round. Donc c'est pour ça que en soi ça peut durer moins longtemps euh, que prévu. Bref, premier round, du coup, un round plutôt sympa. On a eu beaucoup de soumissions, beaucoup d'esquives. Les deux hommes sont encore en forme. Ils se jaugent un petit peu. C'était plutôt sympa. Et on a Oro Mensah, du coup, comme je disais, qui va arriver pendant la pause entre le round 1 et 2 pour venir soutenir Noam Dar. Ensuite, deuxième round, du coup, on a Wesley qui nous fait son petit truc assez cool dans le coin, où, vous savez, quand il est à l'extérieur du coin, il fait la petite balayette et ensuite il revient à l'intérieur du ring dans le coin avec une sorte de drop kick et tout. Je trouve ça toujours très cool. Et on a un petit combat sympa entre les deux. Et du coup, Noam Dar va réussir à marquer son premier point grâce à un tombé qui, je crois, est une sorte de petit paquet. Bref, du coup, le round se termine avant la fin des 3 minutes et Noam Dar du coup prend une petite avance sur son adversaire. Du coup, par la suite, on passe au troisième round. Du coup, j'ai noté le beau ciseau-tête de Dragon Lee sur Noam Dar qui était sur le tablier. Donc, gros move que Dragon Lee avait déjà fait à Stand and Deliver qui est absolument génial. Ce qui devient intéressant dans ce troisième round, c'est que Noam Dar il a de l'avance. Il a un point, Dragon Lee en a pas. Et du coup, Noam Dar va beaucoup jouer le temps, notamment en tentant de sortir du ring pour lui faire perdre du temps et tout ça. Euh, j'ai trouvé ça vraiment cool. Du coup, bah, Dragon Lee, lui, il n'a pas le choix de le poursuivre et d'essayer de marquer un point très vite pour égaliser. Au final, Noam Dar va tricher en envoyant un coup de coude sur Dragon Lee après le son de cloche, mais il fait comme s'il n'avait rien entendu et l'arbitre voilà, va lui dire ok, mais t'as intérêt à pas recommencer, sinon c'est disqualification. Voilà, comme je disais, on le sent que Noam Dar il connaît les règles. Il connaît les règles, il sait comment jouer avec les règles sur ce genre de stipulation et c'est clairement ce qu'il va faire. Là, quand il envoie ce coup de coude alors qu'il sait très bien, mais il se dit comme j'étais en train de me faire frapper, je fais comme si je n'ai rien entendu. Et voilà, le petit malin, il arrive à faire passer le truc comme ça plutôt facilement. Ensuite, on passe au quatrième round. Donc, dans le quatrième round, on a Noam Dar qui réussit à placer une sorte de power bomb pour retomber en armbar. C'était vraiment cool. Dragon Lee qui va partir en soumission également. Mais Oro Mensah va pousser la corde pour que Noam Dar puisse l'attraper. Ce qui va mener à une grosse baston entre Nathan Fraser et Oro Mensah. Du coup, les deux étant renvoyés au vestiaire. Et Dragon Lee, entre deux, il va réussir également à marquer son premier point grâce à un tombé. Mais j'ai pas trop vu comment il a marqué son point. Bref. On passe du coup au cinquième round. Du coup, les deux hommes sont à un point chacun. Le premier qui marque un point, soit dans ce cinquième ou sixième round. Bon, sixième round qu'il n'y aura pas, donc vous doutez bien que quelqu'un a marqué un point ici.
ou qu'il y a eu de la triche, hein, mais que cette fois l'arbitre n'a pas laissé passer. Il n'y a que ces deux solutions-là. Du coup, Dragon Lee va retenter son ciseau de tête vers l'extérieur au niveau du tablier, mais Noam Dar va le contrer en powerbomb sur le tablier. C'était hyper impressionnant et je vous avoue qu'heureusement qu'il y a eu le ralenti parce que au début, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu un botch, si du coup Dragon Lee avait pas, en tentant son ciseau de tête, fait perdre l'équilibre à Noam Dar parce que les deux sont écroulés au sol. Et en fait, avec le ralenti, finalement, on voit bien que Noam Dar, en fait, il rattrape Dragon Lee et ils retombent tous les deux en faisant la power bomb. C'était hyper impressionnant et vraiment très beau à voir. J'ai mis aussi que Dragon Lee va nous faire un super enchaînement, genre il va envoyer euh, Noam Dar dans les cordes. Et là, quand lui, c'est juste truc comme ça, moi j'adore. Il l'envoie dans les cordes. Grâce à l'impulsion, il envoie une putain de superplex qui était incroyable. Il lui envoie un kick, grosse power bomb. Et là, t'as Noam Dar qui se relève juste avant le compte de 3. C'était incroyable. Finalement, on a les deux filles là qui se moquaient un peu de Noam Dar à l'épisode de NXT de cette semaine, du coup, qui vont venir. Une qui fera diversion en parlant avec l'arbitre, et la deuxième qui va prendre une sorte de saut qu'il y avait dans les coins de ring pour, à la base, un peu comme vous savez, comme les boxeurs, t'es toujours le mec à côté qui est là un peu pour t'éponger le visage, tout ça. Bah là, il y en a une qui prend le saut, qui frappe Dragon Lee dans le dos, et Noam Dar en profite avec une sorte de running drop kick, ou running kick pour la victoire, puisque du coup, il va pouvoir marquer son deuxième point. Puis là, t'as ce petit groupe de 4, là, t'as les deux femmes, t'as Noam Dar, on remène ça là, qui, à mon avis, vont former un petit clan parce qu'on les revoit encore après en train de se vanter du côté de Mackenzie et tout. Enfin bref, j'ai hâte de voir ce que va donner l'avenir de ce petit quatuor. Et encore une fois, Dragoni reste très très fort. Je veux dire, il a perdu très peu de matchs, mais à chaque fois qu'il perd, il reste fort parce que soit il y a de la tricherie, soit c'est pas lui qui prend vraiment le pin, donc c'est plutôt tranquille. Et du coup, la note, j'ai mis un 4 sur 5 parce que le match, il est vraiment très bon. Finalement, les règles, quand on les énonce comme ça, elles ont l'air compliquées, mais quand t'es dans le match, bah, finalement, c'est pas si compliqué que ça à suivre. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt fluide. Les deux hommes, ils sont géniaux. Un Dragon Lee fait des trucs de dingue. Noam Dar, c'est un heel qui est vraiment très cool, qui connaît bien les règles. Encore une fois, pour moi, c'est important. On sait qu'il a gagné la coupe grâce à ce genre de stipulation. Du coup, on sait qu'il connaît la stipulation et j'ai trouvé ça bien que dans l'histoire du match, on nous montre qu'il connaît la stipulation. C'est-à-dire qu'il va pas hésiter à jouer sur les règles, à gagner du temps quand il a de l'avance ou des choses comme ça. Bref, j'ai adoré tout ce qu'a fait Noam Dar durant ce match parce qu'il nous a prouvé qu'il maîtrisait totalement ce genre de choses, même si c'était pas forcément pour faire plaisir au public, quoi. Mais voilà, pour moi ce match il est excellent. Ensuite, match pour lequel j'avais assez peur vu l'un des membres, hein, parce que moi j'ai un peu de mal avec Dijak. Donc Dijak contre Dragunov dans un Last Man Standing. Mon pronostic c'était Dragunov. Voilà, et comme je disais, j'avais peur parce que Dijak, limite, j'aime un de ses matchs, un sur deux, quoi. C'est un coup j'aime bien, un coup j'aime pas quand il fait des matchs parce que ça dépend très souvent de ses adversaires. Et la dernière fois qu'il avait affronté Dragunov, ça avait été vite gâché parce qu'il avait pété un câble, sorti des objets, du coup disqualification. Bref, j'avais été hyper déçu. Du coup, là c'était quand même beaucoup mieux. Du coup, j'ai noté Dragunov à un moment donné qui va tenter son coup de poing au sol, mais qui reçoit un coup de pied en pleine face avant de recevoir une souplex sur un escalier. Dragunov qui va même se jeter à travers une table pour dégommer Dijak, ça c'était vraiment impressionnant. Pardon. Dragunov qui va contrer un chokeslam avec un puissant DDT sur les escaliers. Alors ça c'était incroyable, surtout que tu vois Dragunov à moitié se plier sur la bordure de l'escalier et tout, enfin bref, en plus à un moment il se met à saigner, je crois que c'est dans ce coin là qu'il commence à saigner. Dragunov, je sais pas trop comment il s'est blessé, mais bon. Voilà, du coup, ce dernier. Ah, peut-être avec le pied qu'il a reçu en pleine face. Bref. Dragunov, ensuite, il prend l'escalier et il l'explose contre Dijak qui est assis dans le coin. Et ensuite, il monte sur la troisième corde et il va nous faire le coast to coast à la Shane McMahon.
en frappant dans l'escalier avec forcément Dijak collé contre ce dernier. C'était absolument génial. Dragunov qui du coup envoie le drop kick. Ah bah non, ça je viens de le dire. Dragunov du coup qui m'a fait marrer aussi quand il fait ses atémis, parce qu'en général quand il le fait il est ultra rapide et tout. Puis à un moment les deux ils sont à terre, je sais plus pourquoi, puis il continue à faire ses atémis alors qu'il est couché par terre, c'était assez marrant. Du coup la douleur va réveiller Dijak, qui va envoyer un puissant chokeslam à Dragunov sur le tablier. Et ensuite Dijak qui va sortir un kendo stick, il va exploser, euh, mais vraiment exploser Dragunov. Ensuite, il va sortir une chaise, il va envoyer deux trois coups avec une chaise jusqu'au comeback de Dragunov, je crois avec un kick ou un truc du genre. Et ensuite, Dragunov va mettre fin au match en réussissant à placer son coup de poing au sol. Donc vous savez, quand il prend un peu d'élan, il court, puis il se jette au sol avec le poing dans le visage de son adversaire. Du coup, il va faire ça. Ensuite, il va prendre l'escalier, il va le mettre debout, plus ou moins. Il va monter dessus pour être un peu en hauteur. Et il va refaire ce coup de poing dans la nuque de Dragunov qui essayait de ramasser la chaise. Mais du coup, bah, en prenant le coup de poing, sa tête va s'exploser sur la chaise. Et du coup, l'arbitre va compter jusqu'à 10, puisque Last Man Standing, c'est l'arbitre qui compte jusqu'à 10. Et si tu ne te relèves pas avant le compte de 10, et ben voilà, tu as perdu. Chose qui va arriver, et Dragunov, du coup, est le grand vainqueur. Et oui, c'était assez logique pour moi. Je voyais mal Dragunov perdre, puisqu'il se dit lui-même incassable, imbrisable, même si je crois que imbrisable, ce n'est pas français, mais c'est pas grave. Et du coup, c'était logique qu'il gagne. En commentaire, j'ai mis qu'on a une très bonne intensité sur le match. L'intensité, elle est incroyable. C'était un truc qui m'avait déçu du côté de Eyes et Braun Breaker, du côté de Stand and Deliver. Ça m'avait déçu entre Dragunov et Dijak, du côté de leur premier match qu'ils ont fait l'un contre l'autre. Alors que là, on a une intensité du début à la fin, et j'ai trouvé ça plutôt génial. Et du coup, j'ai noté ce match 4 sur 5. Parce que pour moi, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Le match n'était pas si long que ça, quand même. Ça aurait pu être un peu plus long. Euh, et surtout, il y a le fait que, voilà, ça. J'aurais pu avoir encore plus de choses. Bon, les deux, on a beaucoup vu se battre par rapport aux escaliers. Du coup, ils ont beaucoup essayé d'escaliers. Après, il y a eu un peu d'incident de kendo stick, mais j'aurais aimé qu'il se passe encore plus de choses, quoi. J'aurais aimé qu'ils se détruisent, mais vraiment encore plus. Là, ils se sont un peu détruits, mais j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin. Mais c'était quand même excellent, hein, mais j'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus loin. Ensuite, on passe un peu au match le plus décevant de la soirée, un Gallus contre les Creed Brothers pour les titres de NXT. Bon, mon pronostic c'était les Creed Brothers qui auraient pu être aidés notamment par Stax sur une intervention de Joe Coffey. Mais voilà, bon, mon prono est complètement foiré. Bref, un truc intéressant, c'est que j'ai noté que Julius va faire vivre l'équivalent de Suplex City à Gallus. Alors, c'est des sortes de belly to belly un peu spécial qu'il envoie, mais c'est génial. Vraiment, je sais pas combien il en a envoyé, mais c'était génial. Et comme je l'ai dit, voilà, Joe Coffey va intervenir, sauf que Ivy Nile va lui attraper le pied dans les cordes, ce qui va permettre à Avarain, après de venir, d'attaquer Ivy Nile, et qui du coup va distraire, je crois que c'est Julius qui était dans le ring, et qui va se prendre le finisher à deux de Gallus, qui reste champion, je vais dire champion du monde, non, champion tag team de NXT. Et en commentaire, j'ai mis pourquoi garder Gallus champion. Bah ouais, parce que Gallus, ok, dans le ring, c'est sympa. Bon, c'est pas non plus la meilleure équipe, hein. Je veux dire, moi, de toutes les équipes de NXT, celle que je trouvais la plus divertissante et la plus cool dans le ring, bah, c'était les Pretty Deadly. Bon, ils sont plus là. Ils continuent à faire leur truc de dingue du côté de SmackDown. Là, j'ai vu ce qu'ils ont fait contre les Brawling Brutes avec, je crois que c'est Elton Prince, là, qui a agressé un des membres et après qui a refait semblant d'être coincé dans les cordes. Enfin bref, moi c'est ce que j'aimais quand il y avait les Pretty Deadly et tout. Je me dis, c'est tellement triste qu'ils soient plus à NXT, mais en même temps, je leur souhaite une très grande carrière du côté du roster principal. Mais voilà, je me dis là,
il y avait en une équipe qui arrivait à me faire aimer les matchs par équipe, et là, c'est un peu le trou noir là du côté de NXT pour les équipes masculines. Bon, de toute façon, les équipes féminines, il n'y en a plus vraiment non plus. Mais là, Galus, ils sont pas hyper intéressants, ils ont pas vraiment de personnages, ils ont pas d'objectifs précis, et ils sont juste champions et puis c'est tout. Voilà. Alors que les Creed Brothers, ça aurait pu être plus intéressant de les avoir, quoi. Ils méritent, quand tu vois les trucs de dingue qu'ils font dans le ring, ils méritent vraiment d'avoir ces titres. En plus, avec l'histoire de Ivy Nile, ils auraient pu du coup renvoyer les titres vers Schism et faire des matchs, je sais pas, 3 contre 3 avec les Creed Brothers et Ivy Nile contre The Dyad et Avarain. Enfin bref, on aurait pu avoir plein de trucs de cool avec les titres par équipe entre deux. Enfin, il aurait pu avoir plein de trucs de cool, mais non, ils ont décidé de garder Galus, qui pourtant emballe pas tant que ça le public non plus, hein, mais bon, c'est comme ça. Du coup, j'ai noté le match 2,5 sur 5 parce que c'est pas non plus mauvais, c'est pas mauvais, mais voilà, c'est un match par équipe classique que tu peux voir dans un épisode de NXT, quoi. Donc c'est pas intéressant, quoi. Moi, quand je vais regarder un PLE, je veux pas avoir des matchs que tu vois à NXT ou à Raw ou à SmackDown. Je veux voir des choses un peu plus extraordinaires entre guillemets, quoi. Et là, bah, c'était juste un truc classique, c'était pas plus emballant que ça. Ensuite, un match qui était assez cool, mais que pareil, j'ai pas non plus noté très très haut. Enfin, c'est comme une très bonne note que j'ai mis, mais bon, vous allez voir, Tiffany Stratton contre Lyra Valkyria pour le titre féminin de NXT. Enfin, on va couronner notre nouvelle championne. Mon pronostic c'était Tiffany Stratton parce que pour moi, j'allais dire Tiffany ne pouvait pas perdre vu dans l'état qu'était Lyra Valkyria. Donc voilà. Donc dès le début du match, on a quand même Lyra Valkyria qui va dominer le match malgré qu'elle vend son genou. Et du coup, ce qui est bien, c'est que Lyra Valkyria, qu'elle, euh, on sent qu'elle a de l'expérience. On sent que voilà, elle domine le match, elle aide globalement également Tiffany Stratton, qui est peut-être un peu moins expérimentée, mais du coup, elle permet de bien mettre en avant Tiffany, et ça c'est cool. Voilà. Et du coup, sur le genou, bah, Tiffany Stratton va clairement jouer dessus. Et je pense qu'elle peut aller remercier Cora Jade parce que là, elle a fait de Lyra Valkyria son 4 heures, hein. Elle va par exemple choper Lyra Valkyria et foncer sur deux poteaux du coin de ring à l'extérieur. Le genou en premier sur le poteau. Euh, donc vraiment cool. Elle va tenter une soumission, notamment qui s'appuie sur la douleur au genou, mais Lyra Valkyria résiste. On a un drop kick de la troisième corde par Lyra Valkyria qui est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup les drop kicks, hein, même si bon, on voit ce que ça donne, un mélange drop kick et RKO du côté de Randy Orton, malheureusement. On a également un beau crossbody du tablier pour Lyra Valkyria. Tiffany Stratton va contrer un crossbody en plaçant Lyra sur ses épaules, mais celle-ci va à nouveau contrer ce qu'allait faire Tiffany avec une sorte de tombée. Moi, j'adore quand il y a plein de contres, d'esquives comme ça, je m'éclate. On a une sorte de coup de grâce au sol de Tiffany, ça aussi, je trouve ça trop cool à regarder comme prise, même si ça doit être hyper douloureux à recevoir parce que genre vraiment, les coups de grâce, c'est vraiment les prises que tu ne peux pas éviter. Et vraiment, t'as quelqu'un qui te saute dessus, tu ne peux pas l'éviter, ça doit être hyper douloureux, comme les senton, ou les senton, ça doit être hyper douloureux aussi à recevoir. Bref, on n'est pas là pour parler des prises qui doivent faire mal, mais bon. Parce que t'en as qui sont faciles, entre guillemets, à faker, c'est ce qui est assez normal. Mais ceux-là, quand les gens ils te sautent dessus, elles sont un peu plus difficiles. Même si encore les splash, t'en as des fois qui atterrissent sur les genoux, donc ils peuvent amortir le contact vente contre vente. Donc voilà. Bref. Lyra va nous tenter un coup de pied retourné, mais son genou va la lâcher. Donc on revient un peu sur le match Seth Rollins, AJ Styles, hein, les problèmes de genoux. Et Tiffany Stratton va partir sur sa roulade, mais Lyra Valkyria va esquiver le moonsault et va revenir sur un kick. Mais Tiffany Stratton va résister aux tombées. Au final, un peu plus tard, Tiffany Stratton réussit à nouveau sa roulade et elle arrive enfin à placer son moonsault
pour la victoire. Et oui, c'était logique, Tiffany Stratton ne pouvait pas perdre ce match. En commentaire, j'ai juste nommé qu'à un moment, ça m'a fait marrer, parce qu'on avait un panneau, vous savez, dans le public, ils ont tous des panneaux, enfin tous, on voit plein de panneaux, et du coup, il y en avait un pour Tiffany Stratton, donc c'est pas étonnant, et t'en avais un pour Cora Jade qui n'est pas là. Et t'avais aucun panneau pour Lyra Valkyria. Je me suis dit, mais enfin, du moins, quand nous on regarde à l'écran, t'en voyais un pour Tiffany, un pour Cora, et tu disais, mais pourquoi lui Lyra elle a pas de panneau? C'est quand même elle qui est en finale, quoi. T'avais un gros panneau, là, Cora Jade, quasiment au devant du ring, et tu te dis, mais ça n'a aucun sens, elle est pas là. Pourquoi ils ont laissé passer ça au lieu de demander à des gens d'avoir un panneau Lyra Valkyria? Enfin, bref, c'était un peu bizarre. Et du coup, j'ai noté ce match 3,75 sur 5. Pas que le match était mauvais, le match était bon, mais il y a deux choses qui ont fait que j'ai un peu baissé la note. La première, c'est le manque de surprise. Parce que après l'agression de Cora Jade sur Lyra Valkyria ce mardi à NXT, bah du coup, ça diminuait énormément les chances que Lyra Valkyria puisse gagner, et du coup bah, ça augmentait très clairement les chances de Tiffany Stratton de remporter le match. Et ça, bah, malheureusement, moi ça m'a un peu sorti du truc, quoi. Je me suis dit quand même, voilà, on a envie d'être surpris de découvrir une nouvelle championne, un peu comme Seth Rollins et AJ Styles, même si on se doutait fortement que Seth Rollins puisse être le nouveau champion, ben on avait quand même un petit doute avec le fait qu'il puisse partir au cinéma ou des choses comme ça. Euh, et que là, ben, du coup, la surprise, on n'en a pas eu. Et même dans les tombées, on n'a pas eu tant de surprises que ça. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et la deuxième chose qui fait que j'enlève un petit peu de points, bah, c'est que bah, ça revient un peu au même au niveau de la surprise, c'est que bah, on a une Lyra Valkyria totalement diminuée par sa blessure au genou causée par Cora Jade. Et du coup, ben, c'est ce qui fait qu'on a un match entre une Tiffany Stratton en pleine forme, une Lyra Valkyria beaucoup moins en forme, ce qui fait que même si on a un très bon match, on a quand même un très bon match, hein, quand on voit les matchs féminins qu'on a eu là à Night of Champions qui étaient vraiment nuls, hein, les trois matchs étaient vraiment nuls, hein, voilà, et ben là on a quand même un très bon match. Et pourtant on a une des catcheuses qui est diminuée, ou du moins surtout qui vend une blessure. Et j'aurais aimé que Tiffany Stratton puisse l'emporter face à quelqu'un qui soit en pleine forme comme elle. J'aurais trouvé l'exploit encore plus grand. Parce que là, c'est un peu le problème que j'ai avec les nouvelles championnes de NXT. Les règnes, pour l'instant, ils sont bons, hein, pour ceux qu'on a eu, mais quand on regarde Roxanne Perez, elle remporte le titre parce que Mandy Rose se fait virer. Donc ça, c'est un peu dommage. À côté de ça, on a Indy Hartwell qui remporte le titre en étant aidée par Dexter Lumis. Elle n'a pas réussi à remporter le titre d'elle-même parce qu'elle était trop diminuée. Après, elle nous a fait des très bons matchs en tant que championne. Moi, Indy Hartwell, je vais beaucoup aimer quand elle avait le titre. Mais voilà, ça n'empêche que ben, quand elle l'a remporté, elle était très diminuée et elle a dû être aidée. Là, Tiffany Stratton, pareil, elle remporte le titre, mais elle remporte le titre contre quelqu'un qui est diminué, qui n'est pas autant en forme qu'elle, quelqu'un voilà, qui a été agressé par Cora Jade. Donc indirectement, bah, Tiffany Stratton a été aidée par l'agression de Cora Jade. Et je trouve ça un peu dommage que du coup on n'ait pas ces championnes qui remportent les titres en étant vraiment dans un vrai face-à-face avec quelqu'un du même niveau euh, et dans un truc vraiment très cool. Là j'ai l'impression qu'elles gagnent tout soit parce qu'il y a une décision politique derrière, soit parce que ben, elles sont aidées par un truc extérieur. Et je trouve ça un peu dommage. Après, ça n'empêche pas que le règne de Tiffany Stratton sera sûrement très très cool. Mais voilà, j'ai trouvé que la façon de gagner est un peu décevante. Même si ces matchs dans le tournoi à Tiffany étaient excellents. Et bon, même la note en soi, elle est quand même très très bonne. Mais voilà, c'est des petits détails, moi, qui me dérangent un peu. On arrive donc au main event, donc ce moment où j'avais qu'une envie, c'était d'aller dormir. Voilà, j'en pouvais plus. Du coup, Braun Breaker versus Carmelo Hayes pour le titre de NXT, donc la revanche de Stand and Deliver. Mon pronostic c'était Melo, pour moi, Carmelo il pouvait pas perdre le titre.
Surtout si on voulait si on veut que Braun Breaker il aille dans le roster principal du côté de SummerSlam ou un peu après SummerSlam, bah pour moi il pouvait pas gagner le titre, surtout avec le perso qu'il a, lui donner le titre pour qu'il le perde dans 2 3 mois, ça n'aurait pas eu de sens, en sachant qu'il est il a l'air plus puissant et plus stock plutôt que lorsqu'il était face. Bref. En résumé, j'ai noté que Carmelo Hayes va commencer le match en attaquant les jambes de Breaker. Très malin. Si tu empêches ton adversaire de courir, il peut pas te mettre un spear. C'est très malin. Melo qui envoie sa petite descente de la cuisse dans le coin. Ça, c'était cool. Donc, vous savez, quand il saute et puis qu'il part en arrière pour faire une sorte de descente de la cuisse, ça c'était très cool. Même si, y a un petit détail qui m'a gêné, c'est l'angle de caméra. Parce que vous savez que quand Carmelo il fait ça, juste avant, il doit foutre un coup de pied à son adversaire pour que ce dernier, bah voilà, il reste bloqué dans les cordes et du coup qu'il puisse faire sa descente de la cuisse. Sauf que le problème, c'est que l'angle de caméra était d'une manière qui fait qu'on a clairement vu que Carmelo n'a pas du tout touché Braun Breaker. C'est un tout petit détail, mais il faut que les caméramans fassent plus attention parce que c'est pas la première fois que des caméramans filment des choses qu'on n'est pas censé voir. Les petits trucs comme ça, nous, on est censé avoir un angle de caméra où on a l'impression que tous les coups sont portés. Et là, bah, on a clairement vu que le coup de pied, il n'était pas du tout dans Breaker. Et c'était un petit peu dommage. Bref. J'ai noté un beau ciseau-tête de Braun Breaker alors que Carmelo était sur la troisième corde. Ça, c'était vraiment cool. Braun Breaker se fait une sorte de low blow tout seul en portant vos esprits. Vous savez, des fois, il y a des catcheurs, j'ai jamais compris cette prise, où quand un adversaire il a 4 pattes, il se met au-dessus et puis il fait une sorte de saut en rabaissant et du coup ses cuisses tapent le dos de l'adversaire qui s'écrase au sol. Sauf que là, bah, Braun Breaker va vouloir faire ça, sauf que Carmelo Hayes va se relever avec les genoux au-dessus et du coup, Breaker se fait une sorte de low blow tout seul. C'était assez marrant. On a Carmelo qui va contrer une prise où il était en sorte de position de jackhammer en DDT. Il est incroyable. On peut le retrouver sur le compte Insta de NXT. Le truc, en plus, il est ultra rapide, il est d'une violence, c'est incroyable. Euh, Ensuite, on a Carmelo Hayes qui, cette fois, va réussir à placer sa close line avec saut dans les cordes, suivi d'un beau. Je sais pas comment on appelle ça, là, quand les luchadors, là, ils tournent autour du corps de leur adversaire pour faire un truc. Là, il fait ça pour finir en facebuster, c'était plutôt incroyable, mais Braun Breaker se relève aussitôt du tombé. Voilà. Carmelo Hayes qui va contrer le Power Slam en Code Breaker, c'était génial. Mais Braun Breaker va esquiver la descente de la cuisse. Voilà. Ensuite, Carmelo Hayes il esquive le spear, mais en retentant sa close line avec appui sur les cordes, il se prend un puissant spear. Et ça, c'est ce que j'aime. Encore une fois, les enchaînements comme ça, oh, qu'est-ce que j'adore, c'est incroyable. Et du coup, on a quand même Carmelo Hayes qui va réussir à nouveau sa close line avec rebond dans les cordes, mais cette fois à l'envers. Vraiment, il le fait de dos comme il le fait habituellement dans le coin, mais avec la descente de la cuisse. Là, vraiment, il saute dans les cordes, il part en arrière avec le bras pour attraper la nuque de Breaker et l'exploser au sol. Et ensuite, il monte sur la troisième corde, descente de la cuisse et victoire de Carmelo Hayes qui a vaincu celui qui n'a pas arrêté de lui casser la gueule en weekly. En commentaire, j'ai mis que le masque de Braun Breaker était incroyable. Même sa veste, là, à moitié déchirée par des loups ou des... Et l'entrée de Breaker, elle était incroyable. J'ai noté le public qui est toujours à fond pour Carmelo Hayes, malgré le fait qu'il soit fait démonter en weekly pendant pas mal de semaines. J'ai noté aussi le public qui chante à 2-3 reprises You Suck à Braun Breaker, ou encore Braun Breaker qui va s'amuser à provoquer le public en chantant Let's Go Melo, et franchement ça m'a fait marrer. Bref, en note j'ai mis un 4 sur 5 parce que c'est ce que j'attendais d'un match entre ces deux-là, hein. On a clairement un meilleur match qu'à Stand and Deliver. Comme pour Dijak et Dragunov, cette fois on a toute l'intensité qui est vraiment là du début à la fin, c'était génial. Et après je mets 4 sur 5 parce que voilà, je pense que c'est aussi la fatigue qui parlait. Où voilà, je regarde le show, il était presque 5 heures du mat, j'étais complètement défoncé hein, par la fatigue.
J'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher. Donc il y avait un peu ce côté, voilà, où ça me paraissait long comme match. Mais je pense que le revoir après une bonne nuit de sommeil, en étant bien réveillé, je pense que sa note elle peut augmenter parce que le match était vraiment excellent. Mais là, j'avoue qu'avec la fatigue et tout, le fait d'être crevé, le fait d'avoir qu'une envie d'aller se coucher, il y a des moments ça paraissait long où je me disais putain quand est-ce que ça se termine, et pas parce que je m'ennuyais, mais vraiment parce que j'étais vraiment fatigué. Donc je pense que c'est un match qu'il faut que je revoie en étant bien réveillé et qui la note peut très facilement remonter jusqu'à un 4,5 comme l'opener. Bref, en tout cas c'était un très très bon match. Du coup, pour conclure la vidéo, on a eu un excellent show. Du coup, à part le match par équipe, le reste, tout était très bon, hein. J'ai mis tous les matchs sont quasiment dans des 4 sur 5. Que voilà, le match féminin que j'ai un tout petit peu baissé pour les petits détails que j'ai donnés. Bon, le match par équipe qui était vraiment pas fou comparé au reste. Mais vraiment, là, quand on voit Battleground, en plus juste après Night of Champions, tu dis, putain, mais heureusement que Battleground est là, parce que Night of Champions, à part le main event et l'opener, le reste, c'était vraiment pas terrible. Donc, je suis content. Je suis content vraiment de ce qu'on a eu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce show, si vous avez aimé ou pas aimé. En tout cas, moi j'ai trouvé ça incroyable, beaucoup plus que Night of Champions. N'hésitez pas à me dire si vous avez préféré Night of Champions ou NXT Battleground également. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté pour voir les nouvelles, les vidéos sorties durant la semaine, et notamment la nouvelle chaîne. Puisque voilà, vous verrez, je raconte l'histoire de la création de cette nouvelle chaîne parce que c'est une histoire un peu particulière. Bref. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les anacalypsiens.